Un verre de vin s'écrasa contre le mur, faisant taire la musique. Mais ce ne fut pas le son qui terrifia les 300 invités du festin d'hiver. C'était l'odeur, non pas celle du vin, mais d'une pure rage prédatrice. L'Alpha Kiran ne cria pas. Il ne se transforma pas. Il se contenta de marcher jusqu'à la porte de service, de l'arracher de ses gonds d'un coup de pied et de transporter une jeune fille à moitié morte de froid au milieu de la salle de bal. Quand il leva les yeux, des yeux d'un cramoisi sanglant, il murmura une seule phrase qui promettait un massacre. Qui a verrouillé la porte ? Voici l'histoire de la façon dont la meute de Silver Creek a failli mourir. Le vent qui hurlait à l'extérieur du manoir de Silver Creek ne ressemblait plus à du vent. Il ressemblait à un animal mourant criant pour qu'on le laisse entrer. Il faisait 15 degrés. Un blizzard du Colorado qui avait enseveli les routes de service et transformé les pins environnants en fantômes blancs déchiquetés. À l'intérieur, cependant, l'air était épais de l'odeur de venaison rôtie, de romarin et de parfums coûteux. Tessa Miller essuya une perle de sueur de son front avec le dos de son poignet. La cuisine était un enfer chaotique. De la vapeur s'élevaient d'immenses marmites de bouillon en ébullition et le fracas des casseroles en cuivre était assourdissant. En tant qu'oméga de Baran, techniquement une servante sans rang en raison de son absence de loup, Tessa était invisible. Elle avait 22 ans, avec des mains rendues rugueuses par l'eau de Javel et des yeux de la couleur du ciment humide, habituellement baissés. Miller, la voix de Madame Garrick claqua comme un fouet à travers les comptoirs en acier inoxydable. La gouvernante en chef était une femme corpulente aux cheveux teints d'un noir sévère et artificiel et un rictus permanent gravé dans ses bajoux. Les seaux à déchets maintenant, les poubelles débordent et je ne veux pas que le festin de l'Alpha sente les ordures. Tessa s'arrêta, équilibrant un plateau de flûtes à champagne sale. Madame Garrick, la tempête, la porte de service gèle et se bloque. Ne pouvons-nous pas attendre que le vent se calme ? Madame Garrick s'approcha. Elle sentait la menthe poivrée rance et la méchanceté. Pensez-vous que l'Alpha Kiran se soucie de la météo ? Pensez-vous que ses invités, les dignitaires des pactes du Nord, veulent sentir des épluchures de légumes en décomposition pendant qu'ils dansent ? Vous êtes ici pour servir, Miller. Si vous ne supportez pas un peu de froid, peut-être devriez-vous être complètement expulsé de la meute. Dieu sait que vous êtes un poids mort sans loup. C'était la même menace que toujours. Sans esprit de loup, Tessa était à peine considérée comme humaine dans la hiérarchie de la meute de Silver Creek. Elle était un cas de charité, autorisée à rester parce que ses parents étaient morts dans les guerres de meute. « Je vais le faire », murmura Tessa. Elle attrapa son mince manteau de laine gris à un crochet. Il était usé jusqu'à la corde au coude et offrait à peu près autant de protection qu'une serviette en papier. Elle traîna les 2 lourds sacs noirs de déchets de cuisine, ses muscles se tendant. La porte de service était située tout au fond du manoir, loin du faste de la salle de bal. Tessa dut donner un coup d'épaule à la porte en métal pour briser le seau de glace. Elle s'ouvrit en grinçant, aspirant instantanément la chaleur du couloir. Le froid la frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle. La neige ne tombait pas. Elle était projetée latéralement, aussi acérée que des aiguilles. Tessa haleta, plissant les yeux face aux conditions de voile blanc. Elle traîna les sacs vers la benne à ordures, glissant sur la glace noire qui recouvrait le quai de chargement en béton. Ses doigts étaient déjà engourdis au moment où elle jeta les sacs dans le conteneur métallique. Frissonnant violemment, elle se retourna vers la porte, désespérant de retrouver la chaleur de la cuisine. Elle saisit la poignée. Elle ne tournait pas. Tessa fronça les sourcils, ses dents commençant à claquer. Elle tira plus fort, verrouillée. « Allô !» cria-t-elle, sa voix emportée par le vent. Elle frappa sur le métal. « Madame Garrick, quelqu'un, c'est verrouillé. » À l'intérieur, à travers l'épais acier renforcé, elle entendit le son faible et étouffé du pêne dormant qui se mettait en place. C'était un claquement délibéré et lourd. La panique, froide et vive, lui transperça la poitrine. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un avait actionné le verrou. « Ouvrez la porte !» hurla Tessa, martelant l'acier de ses poings jusqu'à ce que ses articulations soient meurtries. « S'il vous plaît, il gèle. » Il n'y eut aucune réponse. Le personnel de cuisine était bruyant. Les ventilateurs d'extraction vrombissaient. Personne ne l'entendrait à moins d'être juste là. Et si Madame Garrick l'avait verrouillé, personne ne viendrait. Tessa regarda sauvagement autour d'elle. Le quai de chargement était un piège. Les murs faisaient 3 mètres de haut, lisses de glace. La rampe menant à la route de service était un tunnel de vent. Pour se rendre à l'entrée principale, elle devrait marcher 1/4 de mile autour du périmètre du domaine, à travers des congères qui lui arrivaient déjà à la taille. Elle n'avait ni chapeau, ni gants, juste un uniforme de femme de chambre et un manteau plein de trous. « Je dois bouger », se dit-elle. « Si je reste ici, je meurs. » Elle descendit du quai.
La neige engloutit instantanément ses jambes jusqu'aux cuisses. Le froid était atroce, une sensation de brûlure qui lui cuisait la peau avant que l'engourdissement ne s'installe. Elle commença à marcher péniblement vers le coin du bâtiment, visant les lumières des fenêtres de la salle de bal. Un pas, un autre pas. Le vent hurlait. Tessa tomba la face la première, la neige s'engouffrant dans son col. Elle se releva en sanglotant, des hoquets secs et sans larmes. Son corps s'arrêtait plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Ses mouvements devinrent lents. La brûlure dans ses doigts s'estompa pour laisser place à une terrifiante absence de sensation. Elle parcourut 20 mètres. Elle s'effondra sous le vitrail de la salle de bal. Au-dessus d'elle, elle pouvait entendre la vibration étouffée d'un quatuor à cordes. Elle pouvait voir la lumière dorée se répandre sur la neige, illuminant ses mains gelées. Ça avait l'air chaud. Ça ressemblait au paradis. Tessa se recroquevilla en boule, essayant de préserver la dernière chaleur de son corps. Sa vision commença à devenir grise sur les bords. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la chaleur des fours. « Je suis désolée », pensa-t-elle, sans savoir à qui elle s'excusait. L'obscurité ne vint pas comme un monstre, mais comme une lourde couverture de velours. Tessa Miller ferma les yeux, et la neige commença à la recouvrir, transformant la femme de chambre en rien de plus qu'une bosse dans le paysage. L'alpha Kiran Wolfik s'ennuyait, et son loup était agité. Il se tenait au bord de la salle de bal, un verre de Cabernet 1985 à la main, observant sa meute célébrée. C'était un homme de 30 ans, bâti comme une forteresse, avec des cheveux sombres coiffés en arrière et des yeux qui avaient habituellement la couleur de l'ardoise polie. Ce soir, cependant, il scintillait d'or, signe que sa bête intérieure faisait les 100 pas. « Excellente fête, Alpha », dit le bêta saurin en s'approchant de lui. Sorin était sec et vif, tenant une assiette de hors-d'œuvre. La délégation de la meute de Black River est impressionnée. Il parle du traité d'alliance. Kiran hocha la tête, écoutant à peine. Il ajusta les poignets de son smoking. C'est bruyant, et ça sent le désespoir maintenant. Sorin gloussa. Ce doit être les femmes célibataires. Lady Béatatrice est passée devant vous 5 fois au cours des 10 dernières minutes. Je pense qu'elle essaie d'imprimer son parfum sur vos rétines. La lèvre de Kiran se retroussa légèrement. Béatatrice, la fille du défunt conseiller de son père. Elle était belle, objectivement, blonde, sculpturale, de haut rang, mais elle sentait la rose synthétique et l'ambition. Il n'y avait rien de réel en elle. « J'ai besoin d'air », marmonna Kiran. « Ne sortez pas », prévint Sorin. « C'est un voile blanc. Même un loup aurait du mal avec ce refroidissement éolien. Je parlais du balcon, » dit Kiran en s'éloignant. Il traversa la foule, les invités s'écartant devant lui comme la mer rouge. Il salua poliment les anciens, ignora les battements de cils des débutantes et essaya d'identifier ce qui le dérangeait. Depuis 1 heure, une douleur sourde et lancinante avait commencé au centre de sa poitrine. Ce n'était pas une douleur physique. C'était un vide, un sentiment de quelque chose qui manquait. Son loup grattait à l'arrière de son esprit, gémissant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kiran à sa bête. « Parti » répondit le loup. Un seul concept abstrait, s'estompant, froid. Kiran fronça les sourcils. Il atteignit les lourdes portes vitrées de la terrasse. Il les déverrouilla et sortit. La rafale de vent fut violente, menaçant de lui arracher la porte des mains, mais Kiran la tint fermement. Le froid ne le dérangeait pas beaucoup. Son sang d'alpha coulait chaud. Il prit une profonde inspiration, filtrant l'air, pain, glace, gaz d'échappement des générateurs, et il se figea. Sous la tempête, il y avait une odeur. Elle était faible, incroyablement faible, comme une bougie qui vacille dans un ouragan. Elle sentait la vanille et la douleur, une agonie pure et distillée. Ce n'était pas une odeur de métamorphe, elle était humaine, ou assez faible pour passer pour telle. « Mienne !» rugit soudain le loup, le son résonnant dans le crâne de Kiran si fort qu'il faillit laisser tomber son verre de vin. Le cœur de Kiran martelait ses côtes. Partenaire. Il n'avait pas trouvé sa partenaire en 10 ans de recherche. Il avait supposé qu'elle était morte ou n'avait jamais existé. Mais l'attraction était indéniable maintenant. C'était un crochet magnétique dans ses entrailles, le tirant vers la balustrade. Il regarda par-dessus le balcon. Rien que des ténèbres blanches tourbillonnantes. Alpha. Kiran se retourna brusquement. Béatatrice se tenait dans l'embrasure de la porte ouverte, frissonnant dans sa robe rouge sans bretelles, se serrant les bras. « Vous laissez toute la chaleur sortir. Est-ce que ça va? Vous avez l'air intense. Sentez-vous ça ?» demanda Kiran, sa voix rauque. « Sentir quoi? Le noir, c'est charmant. » Elle s'approcha, tendant la main vers son bras. « Rentrez, Kiran. Dansons. » Kiran l'ignora. Il se pencha de nouveau sur la balustrade, fermant les yeux. Il se concentra entièrement sur cette odeur.
vanille, détresse, s'estompant. Elle venait d'en bas, du côté du manoir. Les yeux de Kiran s'ouvrirent brusquement, les pupilles dilatées jusqu'à ce que le gris ardoise soit avalé par le noir absolu. Le verre dans sa main se brisa, des éclats lui coupant la paume. Il ne le sentit pas. Kiran, haleta Béatatrice, fixant le sang qui gouttait sur les carreaux saupoudrés de neige. « Allez chercher Sorin », ordonna Kiran, sa voix tombant dans le registre alpha, un ton qui exigeait une obéissance absolue. « Dites-lui d'amener le docteur Hemlock dans la grande salle. »« Maintenant, pourquoi ? Qui est ? » ?»« Maintenant » rugit Kiran. Béatatrice tressaillit et se précipita à l'intérieur. Kiran n'utilisa pas les escaliers. Il sauta par-dessus la balustrade en pierre du balcon, tombant de 6 mètres dans la neige en contrebas. Il atterrit en position accroupie, la neige explosant autour de lui. Le froid le frappa, mais le feu en lui était un enfer. L'odeur était plus forte ici. Elle était juste en face de lui. Il pataugea dans la congère qui lui arrivait à la taille, son smoking trempé instantanément. Il balaya frénétiquement le sol du regard. Il ne voyait que du blanc. Où ? Son pied s'accrocha à quelque chose de solide, pas un rocher, mou. Kiran tomba à genoux et commença à creuser. Il déblaya la neige avec des mains frénétiques, jetant de côté des morceaux de glace. Une tache de laine grise apparut, puis une épaule, puis un visage. Kiran arrêta de respirer. C'était la fille de cuisine, celle aux yeux tristes qu'il voyait parfois laver les sols tôt le matin. Sa peau était bleue, pas pâle, mais d'un bleu-gris cireux terrifiant. Ses cils étaient gelés ensemble. Il n'y avait ni soulèvement ni abaissement de sa poitrine. « Non » murmura Kiran. « Non, non, non. » Il arracha sa veste de smoking et l'enveloppa autour d'elle, bien qu'il sût que c'était futile. Il la prit dans ses bras. Elle était légère, incroyablement légère, raide comme une planche. Il pressa son oreille contre sa poitrine. Boum, boum, un battement de cœur, lent, irrégulier, mourant. Une fureur comme Kiran n'en avait jamais ressenti explosa dans son cerveau. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un impératif biologique, une réaction nucléaire d'instinct de protection. Quelqu'un avait laissé sa partenaire mourir dans la neige. Il rejeta la tête en arrière et poussa un rugissement qui brisa les fenêtres du rez-de-chaussée. C'était un son de pur chagrin et de rage, un son qui arrêta instantanément la musique à l'intérieur. Il la serra fort contre sa poitrine, lui transférant la chaleur de son corps, et marcha vers les portes de service. Il ne vérifia pas si elles étaient verrouillées. Il s'en fichait. Il heurta la porte en acier avec son épaule, canalisant sa force d'alpha. Le pêne dormant se cassa avec le bruit d'un coup de feu. La porte vola vers l'intérieur, s'écrasant contre le mur. Kiran Wolfick entra dans la cuisine, portant son monde gelé dans ses bras. Le personnel de cuisine se figea. Madame Garrick laissa tomber une louche dans une marmite de soupe. Un sous-chef laissa un plateau de petits pains glisser du comptoir. Kiran se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par le blizzard tourbillonnant derrière lui. Il était trempé, sa chemise blanche collant à ses muscles, le sang de sa main tachant le manteau gris enroulé autour du paquet dans ses bras. Ses yeux étaient entièrement transformés, brillant d'un or en fusion. Alpha, balbutia Madame Garrick, son visage se vidant de sa couleur. Elle regarda le paquet. Elle reconnut les chaussures qui pendèrent du manteau. Kiran ne la regarda pas. Il traversa la cuisine d'un pas décidé. Chaque pas était lourd, faisant craquer les carreaux du sol. Le personnel se pressa contre les murs, terrifié de respirer. L'aura qui émanait de lui était suffocante, un poids physique qui forçait les loups parmi eux à présenter leur cou en soumission. Il ouvrit d'un coup de pied les portes à double battant menant à la salle de bal. La musique s'était déjà arrêtée à cause de son rugissement à l'extérieur, mais le murmure des invités confus mourut instantanément à son entrée. 300 personnes, alpha, bêta, dignitaires, regardaient en silence stupéfait. Kiran les ignora tous. Il se dirigea vers le centre de la piste de danse, directement sous le lustre de cristal. « De l'espace », grogna-t-il. Ce n'était pas un cri, mais il porta jusqu'à chaque coin de la pièce. La foule recula précipitamment, laissant un cercle de 6 mètres autour de lui. Sorin arriva en courant. Le docteur Hemlock le suivait de près avec une mallette médicale. Kiran. Sorin dérapa jusqu'à s'arrêter, ses yeux s'écarquillant en voyant la fille. « Est-ce que c'est la fille Miller ?»« Elle est gelée, » dit Kiran, sa voix tremblant de violence contenue. Il s'agenouilla sur le parquet poli, posant doucement Tessa. « Réparez-la, Hemlock. Si elle meurt, vous mourrez. » Le docteur Hemlock, un homme aux cheveux gris qui avait servi 3 générations d'alpha, ne discuta pas. Il tomba à genoux, arrachant le manteau gris. Il siffla en voyant sa peau. Hypothermie sévère.
annonça Hemlock, ses mains bougeant rapidement. Elle est en arrêt cardiaque. J'ai besoin de couverture. J'ai besoin de sérum physiologique chaud. Sorin, va chercher le chauffage portable. Est-ce qu'elle... Sorin hésita, regardant Kiran. Est-ce qu'elle est la bonne? Kiran était agenouillé à côté d'elle, tenant sa main gelée entre ses paumes brûlantes. Elle l'est. Un murmure parcourut la pièce. L'alpha avait trouvé sa partenaire, et c'était une servante mourante. Kiran se releva lentement. Il se tourna pour faire face à la salle. Sa poitrine se soulevait. Il ressemblait à un dieu de la guerre. Du sang sur sa chemise, de la neige fondant dans ses cheveux. Il balaya les visages du regard. Il vit le choc. Il vit la pitié. Il vit la confusion. Puis, il vit le personnel de cuisine blotti près de l'entrée de service. Jetant un coup d'œil, Madame Garrick était là, essayant de se cacher derrière un serveur. Kiran pointa un doigt tremblant vers les portes de la cuisine. « Qui ?» demanda-t-il, sa voix étrangement calme. « Était responsable de l'entrée de service ce soir ?» Personne ne répondit. « Je l'ai trouvé », continua Kiran, sa voix s'élevant, enterré sous 1 mètre de neige devant la porte de service verrouillée en plein blizzard. Il fit un pas vers la foule. La porte était verrouillée de l'intérieur. Le silence était absolu. On pouvait entendre le vent faire vibrer les vitres. « Madame Garrick », dit Kiran, la gouvernante en chef Quina. Elle essaya de retourner en courant dans la cuisine, mais 2 loups guerriers lui barrèrent le chemin. Ils la traînèrent sur la piste de danse. Elle tomba à genoux, tremblante. « Alpha, s'il vous plaît, je ne savais pas. C'était un accident. » « Un accident ?» Kiran s'approcha d'elle. L'air autour de lui chatoyait de chaleur. Elle sortait les poubelles dans un manteau en haillons et quelqu'un a verrouillé la porte. Je lui ai dit d'attendre, mentit Garrick, ses yeux fuyants. Je lui ai dit d'attendre que la tempête passe. Elle a dû sortir de son propre chef. Et la porte, la serrure est défectueuse. Elle se coince. Menteuse, dit une petite voix. Tout le monde se tourna. Une jeune souillon, pas plus de 16 ans, s'avança du groupe de la cuisine. Elle tremblait. « Quel est votre nom ?» demanda doucement Kiran, bien que ses yeux brûlassent encore. « Sarah, monsieur », murmura la jeune fille. « Madame Garrick a dit à Tessa de sortir. Elle a dit que si elle ne le faisait pas, elle serait renvoyée. » Et Sarah déglutit difficilement. « Et j'ai vu Madame Garrick faire coulisser le verrou. J'ai pensé qu'elle ne savait peut-être pas que Tessa était encore dehors. J'ai essayé de dire quelque chose, mais elle a menacé de réduire mon salaire. » Kiran se retourna vers Garrick. La gouvernante sanglotait maintenant. « C'est une moins que rien, une avorton sans souffle. Elle sent l'eau de vaisselle. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. » Elle ne pensait pas que ça avait de l'importance. Kiran attrapa Madame Garrick à la gorge. Il ne serra pas. Pas encore. Mais il la souleva du sol jusqu'à ce que ses pieds pendent. « Elle !» gronda Kiran en se penchant près du visage terrifié de Garrick. « Est ma partenaire. » Les yeux de Garrick exorbitèrent. Béatatrice, debout dans la foule, laissa tomber sa pochette. Elle heurta le sol avec un bruit sourd. « Et vous ?» murmura Kiran. « Avez laissé la Luna de cette meute mourir de froid comme un chien errant. » Il jeta Garrick. Il ne se contenta pas de la laisser tomber. Il la projeta à travers la piste de danse. Elle glissa, s'écrasant contre la table du banquet, envoyant voler des plats de canard rôti et de sauce. « Enfermez-la dans les cellules », ordonna Kiran aux gardes. « Si elle parle, bâillonnez-la. Si elle essaie de dormir, réveillez-la avec de l'eau glacée. Faites-lui sentir le froid. » Il se retourna vers Tessa. Le docteur Hemlock pratiquait des compressions thoraciques. « Allez, allez !» marmonnait Hemlock. « Respire, ma fille !» Kiran tomba de nouveau à genoux. Il plaça sa main sur son cœur, ignorant le médecin. Il ferma les yeux et poussa sa propre énergie, son aura d'alpha, en elle. C'était une manœuvre dangereuse. Elle pouvait submerger un cœur humain faible, mais il n'avait pas le choix. « Vis !» ordonna-t-il à travers le lien. « Tessa, vis !» Un halètement. Le dos de Tessa s'arqua sur le sol. Elle inspira une bouffée d'air rauque et humide. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient vitreux et flous, mais ils étaient vivants. Elle toussa, son corps convulsé de frissons. « Froid !» balbutia-t-elle. « Si froid. Je te tiens !» murmura Kiran, l'enveloppant de ses bras, l'attirant contre sa poitrine, sans se soucier du sang, de la foule et de la politique. « Je te tiens. Tu es en sécurité. » Mais alors qu'il la tenait, il sentit à nouveau. Maintenant que le froid se retirait, l'odeur de vanille était plus forte. Mais il y avait autre chose en dessous, quelque chose de chimique,
Il regarda le docteur Hemlock. Le médecin reniflait l'air, un froncement de sourcils plissant son front. « Alpha », chuchota Hemlock, se penchant pour que seul Kiran puisse entendre. « Ce n'est pas seulement de l'hypothermie. » Sa sueur. « Elle sent l'aconite et les agents suppresseurs. » Kiran se figea. « Elle a été empoisonnée, » dit Hemlock d'un ton grave, « depuis longtemps. C'est pourquoi vous ne l'avez jamais sentie auparavant. » Le choc thermique a brisé la fièvre et a brûlé l'agent masquant de son système. Kiran leva les yeux, son regard balayant de nouveau la pièce. Il regarda Béatatrice, qui était pâle comme un linge. Il regarda les conseillers. Ce n'était pas seulement une gouvernante cruelle. Garrick était un pion. Quelqu'un avait empoisonné Tessa pour la garder cachée. Quelqu'un savait qui elle était. Kiran serra Tessa plus fort. « Personne ne part », annonça Kiran aux 300 invités. « Verrouillez les portes. Coupez les lignes téléphoniques. » Il se leva, soulevant de nouveau Tessa dans ses bras. « Quelqu'un dans cette pièce a essayé de voler ma partenaire, » dit-il, sa voix tombant à un murmure mortel. « Et je vais mettre cette meute en pièces jusqu'à ce que je le trouve. » Les appartements de l'Alpha étaient un territoire interdit. Dans l'histoire de la meute de Silver Creek, aucun loup sans rang, et encore moins un serviteur, n'avait jamais franchi le seuil de la suite principale. Tessa Miller se réveilla en se noyant dans la soie. Elle haleta, se redressant d'un coup, ses mains agrippant des draps qui coûtaient plus que tous les revenus de sa vie. La pièce était sombre, éclairée uniquement par les braises rougeoyantes d'une immense cheminée en pierre. L'air sentait le cèdre, la pluie, et lui. Doucement, une voix profonde gronda depuis l'ombre. « Tu es en sécurité. » Tessa tressaillit, reculant jusqu'à ce que son dos heurte la tête de Lee. « Alpha, je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Madame Garrick est indisposée, » dit Kiran en entrant dans la lumière du feu. Il avait troqué son smoking en ruine contre des vêtements d'intérieur noirs et amples, mais la tension dans ses épaules demeurait. « Et tu n'es plus une servante, Tessa. » Tessa le fixa. Sa tête tournait. La dernière chose dont elle se souvenait était la neige, le froid lui brûlant les poumons et le désir irrésistible de dormir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient propres. Ses jointures craquelées et saignantes avaient été bandées avec précision. Elle portait une chemise douce et surdimensionnée qui lui appartenait. « Bois ça », dit Kiran en lui tendant une tasse de quelque chose de fumant. Ordre du docteur Hemlock. C'est une tisane avec un supplément nutritif. Tessa prit la tasse avec des mains tremblantes. « Suis-je renvoyée ?» Kiran laissa échapper un petit rire sans humour. Il s'assit sur le bord du lit, faisant attention de ne pas la toucher encore, bien que chaque instinct de son corps lui criât de la serrer contre lui. « Non, Tessa, tu n'es pas renvoyée. Tu es ma partenaire. » La tasse glissa des doigts de Tessa, éclaboussant le thé chaud sur la couette. Elle ne le remarqua pas. « Partenaire, c'est impossible. Je n'ai pas de loup. Je suis une défectueuse. Tout le monde le sait. »« Tu n'es pas une défectueuse, » dit Kiran, sa voix se durcissant. « Tu as été empoisonnée. » Il tendit la main et ramassa la tasse, la posant sur la table de chevet. « Le docteur Hemlock a trouvé des traces d'aconie et d'un suppresseur chimique dans ton sang. Tu en ingères depuis des années. Cela a supprimé ton loup, retardé ta croissance et caché ton odeur. C'est pourquoi je ne t'ai pas trouvé plus tôt. » Tessa secoua la tête, des larmes piquant ses yeux. « Empoisonné ? Mais je mange les restes de la cuisine. Qui se donnerait la peine de m'empoisonner ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, » jura Kiran. « Mais ce soir, le choc thermique a brisé le cycle. Ton loup se réveille, Tessa. Ne la sens-tu pas ?» Tessa ferma les yeux. Elle se concentra sur le vide dans sa poitrine, où elle s'était toujours sentie vide. Ce n'était plus vide. Il y avait une étincelle là, une présence faible, effrayée, mais indéniable. « Alpha », murmura une petite voix dans son esprit. Les yeux de Tessa s'ouvrirent brusquement. « Elle est réelle. Elle l'est », confirma Kiran. Il tendit la main, sa main planant au-dessus de la sienne. « Puis-je » Tessa hocha la tête, terrifiée et fascinée. Kiran posa sa grande main chaude sur la sienne. L'étincelle devint une flamme. Une décharge d'électricité parcourut le bras de Tessa jusqu'à son cœur. Ce n'était pas douloureux. C'était la chose la plus juste qu'elle ait jamais ressentie. C'était la sensation d'une clé trouvant sa serrure. Les yeux de Kiran brillèrent d'or. « Mienne », grogna-t-il doucement. « Tienne », murmura Tessa en retour, le mot contournant complètement son cerveau. On frappa à la porte. Le grognement de Kiran s'approfondit, l'agacement scintillant sur son visage. « Entrez », aboya-t-il. Le docteur Hemlock entra, l'air épuisé. « Alpha,
Les invités s'impatientent. Le confinement est en vigueur depuis 3 heures. Les dignitaires du Nord menacent de partir. Laissez-les menacer, dit Kiran sans quitter Tessa des yeux. Personne ne part tant que je n'ai pas un nom. À ce sujet, dit Hemlock en jetant un coup d'œil à Tessa, j'ai analysé les traces de poison de l'uniforme de Tessa. C'est un composé très spécifique. Orchidée fantôme. C'est rare, cher, et ce n'est pas quelque chose qu'on achète au coin de la rue. C'est utilisé principalement par les familles de haut rang pour s'occuper des héritiers illégitimes. Kiran se leva, la tendresse disparaissant, remplacée par le prédateur. Des héritiers illégitimes, Tessa ? Demanda doucement Hemlock. Qui étaient tes parents ? Je ne sais pas, balbutia Tessa. On m'a dit qu'ils étaient des renégats morts dans les guerres frontalières. Madame Garrick a dit que la meute m'avait recueilli par pitié. Mensonge, siffla Kiran. Il fit les 100 pas dans la pièce. Si tu étais une renégate, personne ne gaspillerait de l'orchidée fantôme sur toi. Il te tuerait ou t'exilerait simplement. Tu es caché. Quelqu'un voulait que tu sois faible, invisible et à proximité pour pouvoir te surveiller. Il se tourna vers la porte. Sorin est avec Garrick. Oui, dit Hemlock. Elle est brisée. Elle est prête à parler. Kiran se retourna vers Tessa. Reste ici. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. Je vais mettre fin à tout ça. Kiran, appela Tessa, utilisant son nom pour la première fois. Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Sois prudent. Il la regarda, et pendant une seconde, le roi loup s'adoucit. Pour toi, petite. Je brûlerai le monde entier. Il sortit, laissant Tessa seule avec le feu et la prise de conscience que toute sa vie avait été un mensonge. Le donjon du manoir de Silver Creek était une relique d'une époque plus cruelle. Construit dans la roche-mère sous la cave à vin, il était humide, insonorisé, et sentait la rouille. Madame Garrick était attachée à une chaise en métal au centre de la cellule d'interrogatoire. Elle ne ressemblait plus du tout au tyran de la cuisine. Ses cheveux étaient en désordre, son uniforme déchiré, et elle tremblait si fort que ses dents s'entrechoquaient. Beta Sorin se tenait dans un coin, se nettoyant un ongle avec un couteau de chasse. Il ne leva pas les yeux quand Kiran entra. « Statue ?» demanda Kiran. « Elle babille depuis 20 minutes, » dit Sorin avec audace, blâmant tout le monde, du jardinier à la déesse de la lune. Mais elle n'a pas encore dénoncé son commanditaire. Kiran entra dans la lumière. Il enleva sa chemise, la jetant sur un banc. Son torse était couvert de cicatrices de défis qu'il avait gagnés. Il voulait que Garrick voie le guerrier, pas le diplomate. Il tira une chaise en bois et s'assit directement en face d'elle, les genoux se touchant presque. « Madame Garrick, » dit Kiran agréablement, « combien vous payait-il ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Alpha, » gémit-elle. Kiran soupira. « Le docteur Hemlock a trouvé l'orchidée fantôme. Nous savons que vous mettiez des doses dans sa nourriture, probablement en la glissant dans son porridge du matin, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous la faisiez toujours manger seule. » Les yeux de Garrick s'écarquillèrent. « Ce poison coûte 5 000 $ la dose, » continua Kiran. « Vous gagnez 30 000 $ par an. Vous ne l'avez pas acheté. Qui vous l'a donné ? » « Je ne peux pas, » sanglota Garrick. « Ils me tueront. Et que pensez-vous que je vais faire ?» demanda Kiran. Sa voix ne s'éleva pas, mais le pouvoir de l'alpha inonda la pièce, lourd et suffocant. L'ampoule au-dessus de sa tête vacilla. « Si vous parlez, » dit Kiran en se penchant, ses yeux brillants d'or, « je vous bannis. Vous partez ce soir. Vous courez, vous pourriez survivre. » Il marqua une pause. « Si vous ne parlez pas, je vous laisse dans cette pièce avec mon loup, et il a très faim. » Kiran laissa ses canines s'allonger. Un grognement bas et vibrant commença au fond de sa poitrine. Garrick hurla. « D'accord, d'accord. C'était Lady Béatatrice. C'était Béatatrice. » Sorin arrêta de se nettoyer les ongles. Il leva brusquement les yeux. « Béatrix ?» répéta Kiran. « Pourquoi ? » Elle a dit que la fille était une menace, balbutia Garrick. Elle a dit que Tessa avait du mauvais sang, qu'elle était une malédiction. Béatatrice me donnait les fioles une fois par mois. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle me ferait virer et me mettrait sur la liste noire de toutes les meutes de l'État. J'avais besoin de ce travail. Alpha, j'ai une mère malade. Vous avez empoisonné une fille innocente pour la sécurité de l'emploi, dit Kiran avec dégoût. Il se leva. Sorin, vérifie les comptes bancaires. Cherche des transferts des comptes de la famille Blackwood vers Garrick. Déjà dessus, dit Sorin en tapant sur son téléphone. Trouvé. Frais de consultation mensuels d'une société écran enregistrée au nom du père de Béatatrice, l'ancien Thomas Blackwood. Les mains de Kiran se serrèrent en poing. Ce n'était pas seulement Béatatrice. C'était la famille Blackwood, l'une des familles fondatrices de la meute. « Pourquoi est-elle une menace ?» demanda Kiran à Garrick. «
Pourquoi la garder en vie mais faible? Je ne sais pas, cria Garrick. Je le jure. Béatatrice a juste dit de garder l'égarée confuse et faible. Si jamais elle se transforme, nous sommes tous morts. C'est tout ce qu'elle a dit. Si jamais elle se transforme, nous sommes tous morts. Kiran se détourna de la femme en sanglots. Sortez-la de ma vue. Jetez-la à la limite du territoire. Si elle revient, tuez-la. Il sortit de la cellule, l'esprit en ébullition. Béatrix Blackwood voulait être Luna. Tout le monde le savait. Mais empoisonner une servante au hasard. Cela n'avait pas de sens, à moins que Tessa ne soit pas au hasard. À moins que Tessa ne soit quelqu'un qui pouvait tout prendre au Blackwood. Kiran monta les escaliers 4 à 4. Il avait besoin de réponses. Et il savait exactement où les obtenir. La grande salle. La salle de bal était une cocotte minute. 3 heures de confinement avaient transformé l'élégante fête en une situation de prise d'otage. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer depuis des heures. Les invités étaient assis par terre, chuchotant, tandis que des gardes bloquaient toutes les sorties. L'ancien Thomas Blackwood, un homme aux cheveux argentés et à la poitrine couverte de médailles, se disputait avec le capitaine de la garde. « C'est un scandale !» cria Blackwood. « Ma fille a s'évanouie d'épuisement. J'exige que vous ouvriez les portes. »« Ordre de l'alpha !» dit stoïquement le garde. « Au diable l'alpha !» hurla Béatatrice. Elle n'était plus la débutante composée. Ses cheveux étaient crépus, son maquillage maculé. Il est devenu fou à cause d'un rat de cuisine. Les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent en claquant. Kiran apparut sur le palier. Il avait enfilé une chemise noire fraîche, boutonnée jusqu'au cou. Il avait l'air calme, trop calme. La pièce se tut. « Vous souhaitez partir, ancien Blackwood ?» demanda Kiran, sa voix résonnant sous le plafond voûté. « Kiran ?» Thomas Blackwood s'avança, feignant le soulagement. « Enfin, cela a assez duré. Cette fille, c'est une tragédie, oui, mais vous ne pouvez pas retenir en otage toute la direction du nord parce qu'une servante est tombée dans la neige. Elle n'est pas tombée, dit Kiran en descendant lentement les escaliers. Et ce n'est pas une servante. » Il atteignit le bas de l'escalier et traversa la foule. Les invités s'écartèrent, sentant la violence qui émanait de lui. Il s'arrêta à 1,5 mètres de Béatrice et de son père. « Béatrix, dit doucement Kiran, vous avez l'air fatigué. »« Je le suis, » balbutia-t-elle en lissant sa robe. « Kiran, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer chez nous. »« Avez-vous apprécié le festin ?» demanda Kiran. « Le vin, la musique. L'avez-vous apprécié en sachant que pendant que vous dansiez, ma partenaire mourait de froid à 10 mètres de là ?» Béatrix rougit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Orchidée fantôme, » dit Kiran. La couleur disparut du visage de Thomas Blackwood. Béatrix arrêta de respirer. « Un poison, » expliqua Kiran à la salle, sa voix s'élevant pour que tout le monde puisse entendre. « Utilisé pour supprimer un loup, pour cacher une odeur, pour garder un rival faible. » Il se tourna vers la foule. « Pendant 10 ans, j'ai cherché ma partenaire. Et pendant 10 ans, elle a été juste sous mon nez, à récurer mes sols, à manger mes restes, parce que quelqu'un la droguait. C'est absurde, fanfaronna Thomas. Vous nous accusez sur la base de quoi? La parole d'un serviteur? Sur la base des virements bancaires de vos comptes à Madame Garrick? Claqua Kiran. Et les fioles trouvées dans la coiffeuse de votre fille. Vous avez fouillé ma chambre, hurla Béatrix. Je suis l'alpha, rugit Kiran, sa voix faisant trembler les lustres. Je possède cette terre. Je possède chaque brique de cette maison. J'ai le droit de fouiller où bon me semble. Il s'approcha de Thomas. Pourquoi Thomas? Pourquoi elle? Thomas Blackwood fixa Kiran. Le masque de l'ancien bienveillant glissa. Ses yeux devinrent froids, parce qu'elle ne devrait pas exister, cracha Thomas. La salle haleta. Et qui est-elle? Demanda Kiran. Elle est la fille de l'Alpha Ryland, ricana Thomas. Le nom frappa la pièce comme une bombe. Alpha Ryland, l'alpha de la meute Moonstone, une meute qui avait été anéantie 15 ans plus tôt dans un mystérieux incendie. Tout le monde pensait que la lignée s'était éteinte. La fille de Ryland, murmura Kiran. Mais elle serait une haute alpha, dit Thomas, sa voix dégoulinant de venin. Une véritable alpha, plus forte que toi, Kiran. Son sang est de pure royauté. Si elle était arrivée à maturité avec son loup intact, elle ne serait pas seulement ta partenaire, elle serait la haute reine de la région. Et ma famille, nous ne serions rien. Alors vous l'avez volée, réalisa Kiran, l'horreur l'envahissant. Vous l'avez trouvée dans les ruines de l'incendie. Je l'ai recueillie, dit Thomas. Je l'ai cachée. Je ne pouvais pas tuer un enfant. Les lois de la meute l'interdisent. Alors j'en ai fait une moins que rien. J'ai supprimé son loup.
J'en ai fait la servante de ma fille. C'était une justice poétique. La reine au service de la princesse. Béatrice se mit à rire, d'un rire aigu et hystérique. Et c'était une bonne servante aussi, jusqu'à ce que tu doives aller la renifler. Kiran les regarda. Il vit la pourriture au cœur de sa meute, les gens en qui il avait eu confiance pendant des années. « Vous avez volé sa vie », dit Kiran, sa voix tremblante. « Vous avez volé son droit de naissance. Vous avez volé 10 ans de ma vie avec elle. » Il regarda les gardes. « Emmenez-les. »« Vous ne pouvez pas !» cria Thomas, son propre loup commençant à faire surface. « J'ai la moitié du conseil dans ma poche. Si vous m'arrêtez, vous déclenchez une guerre civile. »« Qu'il fasse la guerre, » dit froidement Kiran. « J'ai la femelle haute alpha comme partenaire. Selon les anciennes lois, sa prétention supplante la vôtre, supplante la mienne. » Il leur tourna le dos. « Enfermez-les dans les cages d'argent et envoyez un message aux meutes du Nord. Dites-leur que l'héritière de Moonstone a été retrouvée, et dites-leur. » Kiran marqua une pause, regardant vers la chambre où reposait Tessa. « Dites-leur que le festin d'hiver est terminé. La guerre des reines a commencé. » Le silence dans la suite principale était plus lourd et bien plus suffocant que le blizzard qui faisait rage contre les murs de pierre du manoir. Le feu dans l'âtre crépitait et sifflait, projetant de longues ombres dansantes contre les tapisseries de velours, mais la chaleur n'atteignait pas Tessa. Elle était assise sur le bord de l'immense lit à baldaquin, ses doigts agrippant les draps de soie si fort que ses articulations prirent la couleur de vieux os. La révélation flottait dans l'air entre eux, un fantôme qui refusait de disparaître. « Mes parents !» murmura Tessa, sa voix se brisant. Elle fixait le vide, ne voyant pas la chambre luxueuse, mais des années de sol froid et de tampons à récurer. Ils ne sont pas morts dans une escarmouche frontalière. Ils étaient les alphas de Moonstone. Kiran se tenait près de la cheminée, sa silhouette imposante se découpant sur la lueur des braises. Il se tourna lentement, son visage gravé d'un mélange de chagrin et d'une terrifiante résolution froide. « Oui, tu n'es pas une servante, Tessa. Tu n'es pas un cas de charité. Tu es de la royauté. Les Blackwood t'ont gardé en vie uniquement parce que tu es un enfant de cette lignée entraîne une malédiction si ancienne que même eux la craignaient. Alors ils ont décidé de te briser à la place. » Tessa baissa les yeux sur ses mains, des mains rendues rugueuses par l'eau de Javel, marquées par l'eau chaude et engourdies par le vent d'hiver. Pendant 5 ans, elle avait cru qu'elle n'était rien. Elle avait cru qu'elle méritait le froid. Elle avait cru qu'elle était une perte d'espace dans la hiérarchie de la meute. « Je pensais que j'étais une défectueuse », murmura-t-elle, une seule larme traçant un chemin à travers la suie qui s'accrochait encore à sa joue. « Je pensais que j'étais vide. »« Tu es tout », dit Kiran avec ferveur. Il traversa la pièce en 2 longues enjambées, tombant à genoux devant elle. Il ne la toucha pas encore, comme si elle était faite de quelque chose de volatile. « Tu es la pièce manquante de cette meute. Tu es la pièce manquante de moi. Et ce soir, tu prends ta place. » Tessa ouvrit la bouche pour parler, pour lui demander comment une servante devient une reine. Mais les mots ne vinrent jamais. À la place, un halètement s'échappa de sa gorge. Elle se serra la poitrine, se pliant en 2 alors qu'une chaleur soudaine et fulgurante explosait en son sein. Ce n'était pas la chaleur du feu ou des couvertures, c'était un enfer. Cela commença dans son cœur et jaillit vers l'extérieur, parcourant ses veines comme du magma liquide. « Ça brûle !» gémit-elle, ses dents grinçant. « Mon Dieu, ça brûle ! Mes os, j'ai l'impression qu'ils se fendent. » Les yeux de Kiran s'écarquillèrent, passant instantanément à leur état d'alpha doré en fusion. Il reconnut les signes, l'odeur d'ozone et de puissance brute inondant la pièce. Le poison a disparu. La fièvre a brûlé le dernier suppresseur de ton système. Tessa, regarde-moi. Elle leva les yeux, ses yeux écarquillés de panique, la sueur trempant déjà la racine de ses cheveux. Ton loup, dit Kiran, sa voix autoritaire et stable, une ancre dans la tempête. Elle ne se réveille pas seulement. Elle arrive. Elle a été en cage pendant une décennie, grandissant dans l'obscurité, compressant son pouvoir. Maintenant, elle défonce la porte. Tessa hurla. C'était un son brut et primal qui n'avait rien à voir avec la jeune fille timide qui récurait les sols de l'arrière-cuisine. C'était le son d'un barrage qui se rompait. Elle tomba du lit, atterrissant sur le tapis de fourrure épais sur ses mains et ses genoux. Sa colonne vertébrale s'arqua violemment. La douleur était absolue, une réécriture totale de sa biologie. Les os craquaient et se remodelaient avec des craquements écœurants, s'allongeant et s'épaississant. Les muscles se déchiraient et se ressoudaient en quelques secondes. « Laisse faire !» ordonna Kiran, sa voix tombant dans le registre alpha, le ton qui obligeait la biologie à obéir. « Ne la combats pas, Tessa. Elle est toi, brise la cage. »
Tessa serra les yeux. Elle cessa de combattre la douleur et s'y abandonna. Elle tendit la main vers cette étincelle qu'elle avait sentie plus tôt, ce minuscule scintillement de vanille et d'acier. Elle l'attrapa et elle tira. L'étincelle devint une supernova avec un dernier grognement sismique qui fit vibrer les vitraux dans leur cadre. La transformation fut complète. Kiran recula, lui laissant de l'espace, son propre loup hurlant de révérence dans les limites de son esprit. Il avait vu de nombreux loups. Il avait vu des alphas forts, des bêtas rapides et des guerriers massifs. Mais il n'avait jamais vu ça. Debout, au centre de la pièce, des halètements de vapeur dans l'air frais, se tenait une créature mythique. Elle était massive, facilement aussi grande que la propre forme alpha de Kiran, peut-être plus haute à l'épaule, mais là où sa fourrure était de la couleur de minuit, la sienne était d'un blanc pur et aveuglant. Elle chatoyait comme de la neige fraîche au clair de lune, irisée et d'un autre monde. Elle secoua sa tête massive, déplaçant l'air dans la pièce, et le regarda. Ses yeux n'étaient pas le jaune ou l'ambre d'un loup commun. Ils étaient d'un violet électrique tourbillonnant, la marque légendaire indéniable de la lignée Moonstone. Partenaire, sa voix résonna dans son esprit. Ce n'était pas le murmure hésitant qu'il avait entendu plus tôt. C'était résonnant, clair et chargé d'un pouvoir qui fit se dresser les poils sur les bras de Kiran. C'était l'ordre d'une reine s'adressant à son roi. Kiran inclina la tête. Il baissa le regard et exposa son cou, le signe ultime de soumission, de confiance et de dévotion. « Ma reine !» La louve blanche s'avança. Elle était d'une beauté terrifiante. Elle lui donna un coup de museau humide sur la mâchoire, inhalant son odeur, le revendiquant avant de tourner son regard violet vers la lourde porte en chêne. Un grognement sourd commença au fond de sa poitrine. Un son comme des plaques tectoniques qui grincent. « Ouvre-la !» ordonna-t-elle. Kiran se leva, un sourire sombre et prédateur se répandant sur son visage. Il sentit le changement dans l'air. L'équilibre du pouvoir n'avait pas seulement basculé, il avait été anéanti. « Comme vous voudrez », murmura-t-il. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit en grand. La grande salle était un portrait de chaos au bord de l'émeute. L'air était épais de l'odeur de la peur et du vin éventé. Les 300 invités, dignitaires, guerriers et familles de haut rang étaient blottis en groupe, chuchotant frénétiquement. Le quatuor à cordes avait fui depuis longtemps. Au centre de la pièce, la cage d'argent temporaire contenait les architectes de la misère. Beatrix Blackwood agrippait les barreaux, son maquillage strié de larmes, tandis que son père, l'ancien Thomas Blackwood, criait au capitaine de la garde. « C'est un scandale, une détention illégale », beuglait Thomas, son visage virant au violet marbré. « Je suis un ancien du conseil. J'exige d'être libéré. Lorsque les pactes du Nord apprendront que Kiran a perdu la tête pour une servante, il sera dépouillé de son titre. Il aura de la chance si nous ne déclarons pas la guerre, » hurla Béatrix, sa voix stridente. « Ouvrez cette cage tout de suite. Savez-vous qui je suis ?» Les doubles portes en haut du grand escalier s'ouvrirent avec une violence qui fit taire la pièce instantanément. Toutes les têtes se tournèrent vers le haut. Kiran sortit sur le palier. Il avait l'air calme, mortel et parfaitement maître de lui. Il se dirigea vers le centre du balcon, surplombant la mer de visages effrayés. « Kiran !» cria Thomas en pointant un doigt tremblant. « Tu as fait une grave erreur. Libère-nous, et peut-être que je pourrai convaincre le conseil de te montrer de la pitié pour ce caprice. » Kiran ne parla pas. Il ne regarda même pas Thomas. Au lieu de cela, il s'écarta. De l'ombre derrière lui, la louve blanche émergea. Un halètement collectif aspira l'air de la pièce. Elle se déplaçait avec une grâce fluide et mortelle, ses pattes silencieuses sur le sol de marbre. Alors qu'elle entrait dans la lumière des lustres, sa fourrure blanche semblait briller. Le poids de son aura, la pression alpha, s'abattit sur la salle comme un marteau physique. Béatrix laissa échapper un gémissement aigu et recula contre les barreaux de sa cage. Qu'est-ce que c'est ? La louve blanche s'approcha de la balustrade. Elle baissa les yeux. Ses yeux violets balayèrent la foule, jugeant, évaluant. Lorsque son regard se posa sur la cage, les barreaux d'acier semblèrent vibrer. Elle posa ses pattes avant sur la balustrade en pierre, rejeta la tête en arrière et poussa un hurlement. C'était un son qui défiait toute description. Ce n'était ni un appel à l'aide, ni un cri de douleur. C'était un couronnement. C'était un chant de glace et de magie ancienne. Une déclaration que la véritable héritière était revenue sur son trône. L'effet fut instantané. La biologie l'emporta sur la politique. Chaque métamorphe dans la pièce, du plus fier alpha des délégations invitées aux plus humbles gardes, tomba. Les genoux heurtèrent le sol. Les coups furent exposés. Certains, incapables de résister à l'appel d'une si haute lignée,
se transformèrent involontairement, leur loup s'inclinant bas, le ventre pressé contre le parquet en soumission absolue. Ils savaient ce qui se tenait devant eux. Ils n'avaient pas besoin d'un test ADN. L'âme reconnaissait son maître. Tessa recula de la balustrade. L'air chatoya autour d'elle. Un halo de chaleur et de magie, et sa forme commença à rétrécir. Les os se réalignèrent. La fourrure se rétracta. Kiran était prêt. Il s'avança avec une lourde cape de velours, noire doublée d'argent, et l'enveloppa autour de ses épaules avant que la brume ne se dissipe. Tessa Miller se tenait sur le balcon. Elle était pieds nus. Elle portait une chemise déchirée sous la cape. Ses cheveux étaient en désordre. Mais alors qu'elle regardait les gens qui étaient là passer devant elle pendant 5 ans, comme si elle était un meuble, elle paraissait mesurer 3 mètres de haut. « Ouvrez la cage », dit-elle. Sa voix était rauque à cause de la transformation, mais elle porta jusqu'au fond de la salle silencieuse sans effort. Les gardes se précipitèrent pour obéir, tâtonnant avec les clés dans leur hâte. La porte s'ouvrit. Thomas et Béatrix sortirent en titubant, l'air petit, pathétique et dépouillé de leur dignité. « Oh, vous avez dit que j'étais une malédiction, » dit Tessa, sa voix tombant à un calme glacial. « Vous avez dit que je n'étais rien. Vous m'avez dit que mon sang était mauvais. » Thomas Blackwood leva les yeux. Il essaya de rassembler son arrogance, mais son loup se recroquevillait en lui, gémissant de terreur. « Ô Talfa !» croassa-t-il en tombant à genoux. « S'il vous plaît, nous vous avons sauvé. Nous vous avons donné un foyer lorsque vous étiez orpheline. Vous m'avez donné une cage, » corrigea Tessa, ses yeux brillants de violet. « Vous avez volé mon nom. Vous avez empoisonné mon corps. Vous m'avez fait servir la fille de l'homme qui a volé mon droit de naissance. » Elle regarda Kiran. Quelle est la peine pour haute trahison contre la couronne et tentative de meurtre d'une partenaire ? La mort, dit simplement Kiran. Sa main reposait sur la poignée d'un poignard de cérémonie à sa taille. Béatrix hurla, s'agrippant au bras de son père. Non, s'il vous plaît, je faisais juste ce qu'il me disait. Ayez pitié. Pitié ? Tessa inclina la tête. J'ai imploré la pitié lorsque vous m'avez enfermée dehors dans la tempête ce soir. J'ai imploré la pitié lorsque mes mains saignaient à cause du savon à la soude. M'avez-vous entendu alors, Béatrice ? Béatrice sanglota, enfouissant son visage dans ses mains. Mais, continua Tessa en levant une main pour arrêter les gardes qui s'avançaient, je ne suis pas vous, je ne vous tuerai pas. Une vague de confusion parcourut la pièce. La mort est trop facile, dit froidement Tessa. La mort est une évasion. Vous vouliez faire de moi une servante. Vous vouliez me dépouiller de mon rang et me rendre invisible. Elle pointa un doigt vers eux, son jugement résonnant comme un coup de marteau. Je vous déchois par la présente de vos titres. Vous n'êtes plus des anciens. Vous n'êtes plus de la noblesse. Vous êtes des omégas. Vous êtes les plus bas des bas. Elle regarda le chef de la garde, ses yeux durs comme le silex. Donnez-leur les manteaux gris. Mettez-les à la plonge. Ils récureront les sols. Ils pèleront les pommes de terre. Ils videront les seaux à déchets. Elle se pencha par-dessus la balustrade, regardant directement dans les yeux horrifiés de Thomas. Et quand l'hiver viendra, ils sortiront les poubelles. Ils sentiront le froid. Thomas Blackwood s'effondra en avant, pleurant. Pour un homme de sa fierté, c'était un sort infiniment pire que l'exécution. Servir les fantômes qu'il avait créés, être invisible. Tessa tourna son regard vers le reste de la salle. La peur dans la foule était palpable, mais elle adoucit son expression. « À partir de ce jour, déclara-t-elle, il n'y a plus de loups invisibles à Silver Creek. Personne ne gèle, personne ne meurt de faim. Si je trouve un seul louveteau négligé, les dirigeants devront me répondre. » Elle sentit une chaleur à côté d'elle. La main de Kiran glissa dans la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. C'était un contact d'ancrage, une promesse. Elle leva les yeux vers lui, l'alpha, qui avait arraché une porte de ses gonds pour sauver une servante. « Longue vie à la Luna !» cria Sarah, la petite Souillon, du fond de la salle, sa voix se brisant d'émotion. Le cri fut repris par un autre, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle tremble du rugissement. « Longue vie à la Luna ! Longue vie à la reine !» Kiran la serra contre lui, enroulant son bras autour de sa taille. Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu as oublié un titre », murmura-t-il, un sourire jouant sur ses lèvres. « Oh !» Tessa sourit, sentant le dernier froid profond et douloureux quitter enfin ses os, remplacé par un feu qui ne s'éteindrait jamais. « Et quel est-il ?»« Ma femme », dit Kiran. Il l'embrassa alors, profondément et sans céder, devant toute la meute. Et dehors, au-delà des fenêtres brisées, le blizzard se calma enfin, les nuages s'écartant pour révéler un ciel plein d'étoiles brillant sur la nouvelle reine du Nord. Et c'est ainsi que la servante au manteau gris
devint la reine du Nord. C'est un rappel que parfois les gens que nous négligeons sont ceux qui détiennent le plus de pouvoir, et que la vraie force n'est pas de savoir à quel point vous pouvez rugir fort, mais à quel point vous pouvez endurer avant de finalement riposter. Les Blackwood passèrent le reste de leurs jours à récurer les sols mêmes qu'ils possédaient autrefois. Un rappel vivant que le karma, comme l'hiver, arrive toujours finalement. Et quant à Kiran et Tessa, eh bien, disons simplement que la meute de Silver Creek n'a plus jamais eu d'hiver froid. Si vous avez apprécié cette histoire de trahison, de justice et de romance, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Commentez ci-dessous. Qu'auriez-vous fait au Blackwood? Tessa a-t-elle été trop clémente? Je vous verrai dans la prochaine vidéo.